L'art contemporain a découvert la valeur et la fécondité de la matière. Cela ne veut pas dire que les artistes précédents ignoraient qu'ils travaillaient sur un matériau et qu'ils ne voyaient pas que celui-ci engendrait contraintes et suggestions créatives, obstacles et libérations. Michel-Ange lui-même soutenait que la sculpture se présentait à lui comme déjà contenue virtuellement dans le marbre originel, si bien qu'il ne lui restait plus qu'à ôter le surplus pour mettre à jour la forme renfermée dans les nervures du matériau. Réagissant à l'idée que l'idée créatrice était véritablement très importante à l'intérieur de l'œuvre, l'esthétique contemporaine a voulu réévaluer la matière. En effet, une invention qui se passerait uniquement dans les profondeurs de l'esprit, sans se concrétiser dans la réalité physique, serait un bien pâle fantasme. On sait bien que la création, justement, doit faire affaire avec l'univers des choses tangibles, celles qui font du bruit en tombant, qui, par une loi de la gravité, sont attirées vers le bas, qui sont sujettes à usure, à transformation, à dégénérescence, à développement. Et pendant que les esthétiques revalorisent la matière et le travail dans cette matière, sur cette matière, avec elle, les artistes lui accordent une attention souvent exclusive, d'autant plus intense que l'abandon des modèles figuratifs les pousse à des explorations dans le domaine des formes possibles. Ainsi, pour presque tout l'art contemporain, la matière n'est plus seulement le corps de l'œuvre. Elle en est aussi le but, l'objet même du discours esthétique. Avec la peinture dite informelle, on va pouvoir assister au triomphe des taches, des fissures, des grumeaux, des égouttements. Ainsi, l'artiste laisse faire les matériaux. La couleur gicle plus librement sur la toile, le sac ou le métal. Tout ça parle avec l'immédiateté d'une forme de lacération. L'œuvre d'art semble donc renoncer à toute forme pour que le tableau ou la sculpture devienne presque un fait naturel, un don du hasard, comme ces dessins que la mer trace sur le sable ou que la pluie grave dans la boue. Certains peintres informels ont donc donné à leurs œuvres des titres qui évoquent la présence d'un matériau brut préexistant à toute intention artistique. Macadam, asphalte, pavé, pierraille, épointage, copeaux. Toutefois, on ne peut pas ignorer que l'artiste ne nous invite pas tout bonnement à aller observer les pavés, la rouille, le goudron, les jutes abandonnées dans un grenier, mais qu'il utilise ce matériau pour faire une œuvre et que, ce faisant, il sélectionne, met en évidence et confère une forme à l'informe, lui apposant un sceau, celui de son style. Et ce n'est qu'après avoir vu une œuvre de l'art informel qu'on peut se sentir encouragé à considérer d'un œil plus sensible les tâches vraiment fortuites, l'agencement naturel de la pierraille, le drapé de certains tissus mités ou rongés. Ainsi, avec cette exploration de la matière, ce travail sur elle, tout cela nous conduit à en redécouvrir la secrète beauté. C'est donc dans cette optique de revalorisation de la matière qu'il faut voir la poétique de l'objet trouvé, ou ready-made, qu'avaient proposé au début du siècle des artistes tels que Duchamp. L'objet existe en soi, mais l'artiste agit comme quelqu'un qui, marchant le long d'une plage, trouve un coquillage et le pose sur son étagère, comme s'il s'agissait d'un objet d'art manifestant sa beauté inattendue. Ainsi ont été choisis comme sculpture un égouttoir à bouteille, une roue de bicyclette, un cristal de bismuth, ayant à l'origine une fonction didactique, utile, un verre déformé par la chaleur, un mannequin, un urinoir. Et à la base de ces choix, il y a certes un propos qui est provocateur, mais aussi la conviction que tout objet, même le plus vil, manifeste des aspects formels auxquels nous prêtons rarement attention. Quand ils sont repérés, isolés, encadrés,
Offerts à notre contemplation, ces objets se chargent d'une signification esthétique, comme s'ils avaient été traités par la main d'un auteur. Parfois, l'artiste ne trouve pas, mais il va reproduire un tronçon de route, par exemple, et l'opération artistique n'est plus apparente. L'artiste doit refaire consciemment un tableau où la matière à l'état brut est reproduite. D'autres fois, la matière n'est pas naturelle, c'est un déchet industriel ou un objet commercial qui a achevé son cycle d'utilisation, a été récupéré dans les poubelles. C'est ainsi César qui comprime, déforme et expose le métal tordu d'un vieux radiateur de voiture. C'est Armand qui accumule des vieilles paires de lunettes dans une boîte transparente. C'est Rauschenberg qui accroche sur la toile un dossier de chaise ou un cadran d'une horloge. C'est Liechtenstein qui recopie très fidèlement, à une échelle disproportionnée, une vignette tirée d'un vieil album de BD. C'est Andy Warhol qui nous propose une canette de Coca-Cola, une boîte de soupe ou un portrait de Marilyn. L'artiste se fait alors polémiste et raille le monde industrialisé qui l'entoure. Il expose l'archéologie d'une contemporanéité qui se consume jour après jour. Il pétrifie dans son musée ironique les choses que nous voyons chaque jour sans nous rendre compte qu'elles fonctionnent comme des fétiches. Mais, pour féroce que soit son entreprise, elle nous apprend à aimer ces objets. Elle nous rappelle que même l'univers industriel a des formes qui peuvent nous inspirer une émotion esthétique. Arrivés au terme de leur carrière de consommation, devenus souverainement inutiles, ils sont, ironiquement, rachetés par leur inutilité, par leur pauvreté, leur misère même, et ils manifestent leur beauté insoupçonnable. Aujourd'hui, l'électronique sophistiquée nous permet d'aller découvrir des formes inattendues dans la profondeur de la matière, comme autrefois on admirait au microscope la beauté des cristaux de neige. Ainsi naît une autre sorte d'objet trouvé, qui n'est pas artisanal ou industriel, mais une chose profonde de la nature, tissage invisible à l'œil humain. Appelons cela une nouvelle esthétique des fractales.